Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast de 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce début de semaine pour parler, comme toutes les semaines, du débriefing de tout ce qui s'est passé depuis cette Week 4, depuis le match de jeudi jusqu'à ces derniers matchs de Sunday Night Football, Monday Night Football et bref, tous les Night Football qui s'en suivent. On ne parlera pas de Taylor Swift, donc si vous êtes là pour ça, nous on parle que de NFL. Mais on va quand même avoir des experts chevronnés, dont un qui est toujours invaincu, donc on va parler de sa franchise évidemment ce soir, puisque c'est l'une des deux dernières qui reste invaincue. C'est Seb, salut mon Seb, comment ça va? Bonsoir Flavien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bonsoir à tous les free agents qui nous ont rejoints en signant un contrat bien juteux. Alors, un autre qui est moins à la fête, mais bon, en tant que fan des Saints, je comprends ça, c'est Arthur. Salut Arthur, comment ça va? Salut Flav, salut tout le monde. On va finir en dépression avant la semaine prochaine, je pense. Mais sinon, je vous souhaite quand même la bienvenue à tous mes agents libres qui ne sont plus trop libres maintenant. Et puis l'homme en bleu qui fait son retour dans les podcasts NFL. Alors vous êtes habitués, il est là tous les dimanches, mais il n'était pas là avec nous ces dernières semaines, pendant la semaine. Mais notre Schtroumpf préféré est de retour, c'est Yaya. Salut mon Yaya, comment ça va? Salut Flav, salut Arthur, salut Seb, salut à tous les agents libres en quête d'un contrat, puisque il en reste quelques-uns. Je pense à Léonard Fournette, notamment le joueur préféré de mon fils. Voilà. Qui n'a pas de goût, du coup. Comme d'habitude, on va... Et c'est sûr, attends, juste une chose, c'est sûr, il vient de la Louisiane, alors forcément, Ouais. s'il vient de la Louisiane, on sait bien. Et oui, tout ce qui vient de la Louisiane, hein, c'est voilà. On va parler donc de tout ce qui s'est passé cette semaine en NFL. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller télécharger l'application TFA. Vous la trouvez sur iOS, vous la trouvez sur Google Play, vous la téléchargez, vous avez accès à toutes les informations des 4 sports majeurs et avec un peu de MLS aussi, des sports US. Donc n'hésitez pas à aller la télécharger si ce n'est pas déjà fait. On commence ce débriefing de la semaine 4 par le choc. L'énorme choc qui s'est produit hier en AFCS, mais même plus globalement dans toute la NFL, c'était ce match tant attendu entre les Dolphins et les Bills de Buffalo, avec des Bills de Buffalo qui se sont donc imposés assez largement, va-t-on dire facilement, assez largement en tout cas. Ils se sont imposés. Est-ce que Seb, les Bills ont envoyé un message à toute la ligue hier? Alors, je voudrais pas me vanter, pour commencer, mais un petit peu quand même. On va quand même rappeler qu'il y a quelques temps, on a discuté de qui allait finir invaincu, qui allait rester invaincu le plus longtemps. Et quand on est arrivé sur le cas des Dolphins et qu'on a parlé du match de Buffalo, donc qui arrivait la semaine suivante, on a été plusieurs, dont moi, quand même, à dire c'est là que ça s'arrête. Eh ben, ça n'a pas loupé, c'est là que ça s'est arrêté. Qu'est-ce que l'on a vu pendant ce match? Qu'est-ce que ça prouve? De quoi ça parle? Est-ce que les Bills ont envoyé un message à l'AFC? À cette question, je pense qu'on peut clairement répondre oui, parce qu'ils ont tout de même démastiqué, il n'y a pas d'autre terme, les Dolphins en gagnant 48-20. Et ce que l'on a vu surtout, c'est qu'ils avaient un dispositif anti-Dolphins offense. Ils ont pressuré Tua Tagovailoa, ils l'ont obligé à jouer ils l'ont empêché plus exactement de lancer ses passes rapidement, ils l'ont obligé à forcer des passes. Ils ont littéralement coupé la force de cette équipe de Miami qui est la vitesse de son jeu offensif. Et ça a gagné. Et puis ensuite, en face, on a eu un Josh Allen qui était le meilleur joueur sur le terrain, qui a su utiliser sa mobilité en restant mobile, qui a joué sur les checkdowns avant de lâcher des gros jeux. Et ça a absolument fonctionné. On a, Arthur, un Josh Allen qui a fait un match fantastique, 21 sur 25 à la passe, 320 yards, 4 touchdowns, aucune interception. Il a été bien aidé dans son jeu de passe par Stephen Diggs, 120 yards et 3 touchdowns pour le receveur numéro 1 des Bills. Est-ce que finalement les Bills ont pris les Dolphins à leur propre jeu
en emmenant un jeu offensif, quand même 48 points marqués, donc en emmenant un énorme jeu offensif. Ah oui, clairement, là, la défense des Dolphins a été exposée à une grosse attaque, une des attaques qui fait le plus mal dans la ligue. Et donc, oui, finalement, Miami a été pris leur propre jeu. Ils collent 70 points à Denver la semaine dernière, mais là, ils s'en prennent 48 la semaine d'après. Il faut dire aussi que la défense des Bills a aussi également pris par surprise, ou pas, l'attaque des Dolphins, parce qu'on peut revenir notamment sur quelques stats. Au niveau des third down, on est à 3 sur 10, ce qui est pas top. On a 4 sacs qui ont été encaissés par Tua Tagovailoa. Et on a aussi également, je pense qu'il y a quand même joué beaucoup dans la balance, c'est le nombre de pénalités avec le nombre de yards perdus. 8 pénalités pour 98 yards, ce qui est excessif dans un match capital. Tu parlais des 4 sacs pris par Tua Tagovailoa, qui n'en avait pris jusque-là qu'un seul de toute la saison. Hein. Donc c'était vraiment, on vantait d'ailleurs, j'avais écrit un article dessus le samedi, la protection faite à Tua Tagovailoa et le fait qu'il lançait très vite. Comme l'a dit Seb, comme là il a été empêché de lancer rapidement ses ballons, parce qu'il faut aussi voir les stats de réception des joueurs de Miami. C'est seulement 58 yards pour Tyreek Hill avec 3 réceptions, 46 yards avec 4 réceptions pour Jalen Waddle. C'est quand même plutôt faible, mon Yaya, non? Oui, c'est faible, mais c'est le plan de jeu. Alors, moi, je vais revenir quand même sur ce qui a été dit précédemment par mes deux acolytes. Je pense que si on regarde les stats de manière brute, il n'y a pas tant de différence que ça. Il y a 393 yards du côté de Miami pour 414 du côté des Bills. Je pense que surtout, la vraie stat, et Arthur l'a évoqué, l'a effleuré, c'est les 98 yards de pénalité contre 20. C'est ça qui fait la diff. Après, effectivement, le game plan était bien meilleur du côté des Bills. Les premières séries, ça a scoré à tout va. Et après, ça s'est arrêté parce que Miami n'a pas tenu le rythme. Et c'est ça qui est un petit peu la surprise, c'est qu'ils ne tiennent pas le rythme d'attaque. Ils étaient connus pour être une équipe qui envoie du bois. Ben, ça s'est un peu essoufflé. C'est ça qui, pour moi, est un peu la leçon du match. Après, on voit que si on fait des stats brutes, en termes de first down, c'est 24 à 20. C'est pas si énorme que ça. Donc, du coup, à mon avis, je pense que les playmakers ont fait beaucoup plus la différence sur ce match. Du côté de Buffalo. Quand je parle des playmakers, c'est effectivement les receveurs. Oui, Seb, vas-y, tu veux ajouter quelque chose? Je voulais ajouter deux petits points à surveiller tout de même. Du côté des Bills, Tradavius White, leur corner qui a été évalué pour un tendon d'Achille, ça sent pas très bon mauvais, pour lui. Oui. Ça sent très mauvais. On parlait de Stephon Diggs, il a victimisé le pauvre Kader Kohou puisqu'il a réalisé toutes ses réceptions et ses 3 TD sur lui directement. Je pense qu'il a passé une très 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 mauvaise journée. Et enfin, donc Buffalo a gagné ses 3 derniers matchs avec 28 points d'écart au moins. Le saviez-tu? Quelle est la dernière série de 4 victoires avec 28 points ou plus enregistrée en NFL? Je ne sais pas. Eh bien, c'est les Bears de Chicago. En l'an de grâce 1942, les gars, et j'aime autant vous dire que ça ne nous rajeunit pas. Déjà de voir les Bears gagner, ça ne nous rajeunit pas. Alors déjà, ça choque. Alors pour les plus jeunes, je m'excuse, pour les plus jeunes, ouais, il y a une époque où Chicago a gagné déjà. Ensuite, 1942, c'est l'année où se déroule la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby avec Jean Dujardin. Voilà, pour vous situer à peu près quand c'était. Ce petit rappel réel, c'est bon ça. Le contexte est placé. Et puisque tu parles des Bears de Chicago, j'en profite pour sauter sur l'occasion pour dire que notre deuxième podcast de la semaine
celui qu'on diffusera à partir de jeudi, sera intégralement consacré aux Bears de Chicago, ce qui est pas rien pour une équipe à 0-4 quand même. Et de leur consacrer presque 1 heure rien que pour eux, c'est quand même beau. Ouais. Ah, Je suis on a content passé- d'être pas là. Hein. Par contre, t'as prévu les antidépresseurs pour ceux qui vont se faire ça au hasard, moi, parce que ça va pas être Au facile. hasard, toi. Tu seras parfait dans le rôle, tu seras parfait. On a plein de choses à dire, entre Justin Fields, entre Chase Claypool, entre Matt Eberflus, on a de quoi faire, hein. Il y a largement de quoi faire. Bref, nous continuons sur ce match entre les Bills et les Dolphins, parce qu'il y a quand même un truc important, c'est que cette AFC Est, on peut le penser, sera relativement serrée entre les Bills et les Dolphins. Hier, en plus de la victoire, les Bills se sont quand même offert un sacré matelas au niveau de de l'écart de points direct avec les Dolphins, parce que s'ils veulent repasser devant en cas de bilan égalité, il va falloir qu'ils les battent de 29 points en retour, hein, quand même. Hein. Ce qui n'est pas rien non plus. Donc il y a aussi ça. Oui, Yaya. Moi, il y a un truc que je voulais mettre, parce que tu vois, Flav, Miss Météo, notre Evelyne Delia à tous, Miami, en plus, avait le match qui était avantageux pour eux pour une fois. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été avoir à jouer sous la neige. Oui. Et ça les avantage. Donc, de ne pas avoir gagné à Buffalo, ou au moins avoir fait une meilleure prestation à Buffalo, alors qu'il y avait un temps clément, c'était un double avantage pour eux, à mon avis. Mais finalement, Arthur, ces Dolphins, c'est quoi? Parce qu'on a vanté leur mérite la semaine dernière avec les 70 points marqués, mais on voit qu'ils en prennent 48 cette semaine contre une équipe d'un meilleur niveau que les Broncos. Ça, là-dessus, on sera tous d'accord. C'est une machine à highlights, les Dolphins, ou ça peut quand même bien performer en playoff cette saison? Je pense que ça va atteindre les playoffs et ils vont devoir se chercher durant toute la saison régulière, chercher ce qui leur convient, parce que Buffalo, ça date pas d'hier, leur jeu, leur performance. Mais Miami, avec un Tua Tagovailoa, pardon, en forme, ça peut faire comme contre Denver, mais il faut encore se chercher. Et je pense surtout que cette défaite de 28 points face aux Bills, ça leur fera du bien. Oui, bon, comme ça, dit comme ça peut paraître bizarre, mais je pense qu'ils ont besoin d'une défaite pour redescendre un petit peu. Après leur prestation de la semaine dernière, ils ont besoin d'une défaite pour savoir ce qui a amélioré, ce qui va, ce qui ne va pas, parce que pour l'instant, tout allait bien. Oui, mais d'ailleurs, Tua Tagovailoa disait dans la presse hier que précisément cette défaite allait les faire redescendre, allait un peu pouvait être bénéfique quelque part. Il y a eu le même son de cloche du côté de Tyreek Hill qui a dit ouais, c'est une défaite qui va nous servir parce que voilà, ça nous permet de rester les pieds sur terre. Yaya, c'est de la méthode Coué. Oui, complètement. Ça, c'est de la langue de bois de conf de presse. Le gars, il sait pas quoi dire. Il va pas dire que oui, on s'est fait poutrer. Non, mais enfin, franchement, c'est de l'eau tiède. Excuse-moi de te dire ça, Flav, mais je vais faire mon Arthur là, mais c'est de l'eau tiède. Ils peuvent pas dire autre chose. La défaite encourageante, c'est un petit peu pour moi le syndrome du loser, quoi. Enfin, ça n'existe pas. C'est là, oui, ça va. Mais non, en fait, tu es une équipe qui l'année dernière, ils ont pris les mêmes volets début octobre. Résultat des courses, ils n'ont pas été en playoff parce que après, quand tu n'était pas là. Donc non, je suis pas d'accord avec ça. Oui, ça va leur montrer les choses qu'il y a à faire, mais il y a des lacunes. Il y a trop de lacunes. Parce que dès que le niveau monte, eh bien, on voit que c'est un peu trop et dès qu'on n'arrive plus à toucher les receveurs, c'est un peu compliqué, quoi. Seb, tu voulais ajouter? Oui. Non, moi je vais abonder dans le sens de Yaya. Ils se sont retrouvés face à une équipe qui était
extrêmement bien préparé sur ce match, qui avait un plan de jeu qu'il a appliqué à la lettre, et il se trouve qu'il a absolument parfaitement fonctionné. Donc effectivement, ouais, quand le niveau monte, après, attention, la prestation de la saison dernière, on savait tous parfaitement qu'ils n'allaient pas marquer 70 points par semaine et qu'ils n'allaient pas avaler plus de 700 yards au sol semaine après semaine. Peut-être que ça les fait redescendre un petit peu sur terre, c'est pas impossible, mais ouais, il y a une vraie question à se poser pour savoir si cette équipe, qui reste par ailleurs, un bon club, hein, qui reste un effectif de qualité, si quand ça monte de niveau en face, ils sont capables eux aussi de step up, ou s'ils sont toujours sur le même registre. Pour le moment, la réponse à cette question, c'est, à mon sens, c'est la réponse 2. On passe. Oui, vas-y, Yaya. Non, j'allais juste dire réponse D, Obi-Wan Kenobi, pour ceux qu'on l'arrête. On passe à notre séquence, et si vous étiez coach, que l'on a inauguré la semaine dernière, et oui, c'était pas prévu au programme, je sais, parce que celle-là, je vous l'annonce pas. La séquence, et si vous étiez coach, qui va porter... Alors, c'est un débat qu'on a déjà eu l'an dernier avec Yaya, donc je sais ce que lui va répondre, mais comme il y avait ni Seb ni Arthur, on va voir les réponses. Le débat va porter sur le match entre les Commanders et les Eagles. On rappelle la situation, les Commanders, avec 1 seconde à jouer, ont un tout dernier jeu possible. Ils sont menés de 7 points, 31-24. Samuel trouve Jahan Dotson dans la end zone. Il repasse à 30-31. Et là, le choix, faut-il prendre la conversion à 1 point, ce qu'ont fait les Commanders avant de perdre en prolongation, ou fallait-il faire comme Brian Daboll l'an dernier contre les Titans lors de la Week 1, tenter la conversion à 2 points pour soit perdre, soit gagner directement sans passer par les prolongations. Arthur. Toi, J'ai tu envie coach, de dire, tu fais quoi? là, vu que le momentum est dans ma faveur, je vais prendre la 2 points, histoire de plier le match, mais forcément, c'était qui tout double. Soit on gagne, soit on rentre à la maison, bredouille, et avec une conversion qui aurait pu être facile. Mais je pense que oui, j'aurais pris le risque. Parce qu'il faut rappeler en plus qu'ils ont marqué je crois que c'est 2 touchdowns en goal line situation, les Commanders ce dimanche, en première mi-temps. Donc ils étaient plutôt à l'aise dans cette situation-là. Et qu'en plus, on rappelle aussi la règle de la prolongation, ils n'étaient pas sûrs d'avoir le ballon. Alors là, ils l'ont eu. Hein. Ils avaient la première possession de la prolongation, mais ils ne sont pas sûrs de l'avoir, puisque si les Eagles avaient gagné le toss et avaient marqué tout de suite un touchdown, ils ne voyaient pas le ballon de la prolongation. Seb, est-ce que toi, t'aurais pris la conversion à 2 points ou pas? Take your points, don't take a chance. Je prends la conversion à 1 point et je vais en prolongation. Donc tu restes sur la ligne Rivera. Mon Yaya, toi, tu vas me dire qu'il fallait aller à 2 points. Et bien sûr. Bien sûr. Alors, moi, je vais. Alors, outre le fait que moi, je peux les poser sur la table, c'est pas pour ça. C'est-à-dire que les Commanders, au début du match, ils sont pas favoris. Ils doivent le perdre ce match. Ils sont à l'extérieur et mais t'as l'occasion, ben faut y aller quoi. Pourquoi Et résultat des courses, ils perdent le match en prolongation. Donc t'es pas attendu, le match il est pas provisionné comme une victoire. Tu peux leur mettre la tête sous l'eau. Let's go. Et après, du coup, ils sont à 2-2 au lieu d'être à 3-1, quoi. Donc, moi, je le tente. Toi, tu prenais à 2 points. Et ben comme ça, les avis sont partagés. Comme ça, il y a un peu à boire et à manger. C'est bien. Et c'est là qu'on voit que le boulot de coach n'est pas facile, parce que le pauvre Ron Rivera, il doit quand même décider en 1 minute, même pas. Alors que nous, on a eu le temps de réfléchir. C'est pas lui qui décide. Oh, enfin, c'est pas lui qui décide. Non, c'est vrai, c'est Bignemi maintenant qui décide chez les Commanders. Parlons justement des Eagles, puisque ça va nous faire une transition parfaite. Les Eagles se sont donc toujours invaincus, puisqu'ils se sont imposés 34-31 à domicile chez les Commanders. Non, à domicile face aux Commanders, pardon. Oui. Ça a été poussif. Ça a été poussif pour les Eagles. Ça n'a pas été évident, loin de là, parce que ils sont repassés devant à 2 minutes du terme, et il y a eu un dernier drive très bien conduit d'ailleurs par Samuel. Mais pendant tout le match, ça a été quand même très très difficile. Alors les Commanders avaient déjà battu les Eagles l'année dernière. C'était eux qui avaient mis fin à la série d'invincibilité des Eagles.
Est-ce que t'es un peu inquiet, Yaya, pour ces Eagles, ou est-ce que le pragmatisme paye toujours? J'ai envie de te dire, pour moi, le problème Eagles, c'est l'impression générale, et notamment celle de Jalen Hurst. Pour moi, c'est un petit peu le seul petit point faible, et encore, quand je dis ça, c'est vraiment qu'il est très très faible, ce point faible. Donc, l'impression, je trouve que, et je l'ai dit hier dans la preview Red Zone, je ne pensais pas à la greffe d'Andre Swift. Elle a pris. Les receveurs sont bons. La défense est bonne. Après, sur un match, tu peux passer un petit peu à côté. Et malgré tout, Jalen Hurts fait un gros match. Mais en face, il faut redonner du crédit à Washington. On se souvient entre les deux équipes, les échanges de bons procédés. On ne va pas y revenir encore une fois. Vous connaissez mon goût là-dessus. Et je l'ai toujours en travers de la gorge. Ça passera Oui, jamais. on avait compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous irez voir un Eagles Commanders. C'est en quoi, 2020? Ouais, un truc comme 2020, ouais, où on a la définition du match amical où on laisse gagner les Commanders, quoi. Voilà. Et qui ont privé. C'était l'époque où la NFC East était dans les pires, était la pire division même de la NFL. Ça a bien changé, hein, depuis. Les temps changent. C'est comme ça. Arthur, on a quand même un joueur qui a extrêmement bien performé et qui monte en puissance chez les Eagles, c'est A.J. Brown. 175 yards et 2 touchdowns hier. Clairement, la victoire est pour lui. Oui, c'est clairement, il a fait la meilleure prestation, je pense, du match hier. Il ne faut pas non plus négliger que Jalen Hurts a également bien progressé par rapport au précédent match. On l'avait pointé du doigt dans les précédents podcasts au niveau de ses interceptions et ses petites erreurs, mais là, il fait un match à 319 yards, 2 touchdowns, dont 175 yards pour A.J. Brown, mais je pense que Jalen Hurts et A.J. Brown ont rassuré. Ce qui a plus inquiété, je pense, pendant ce match, c'était le jeu au sol, qui n'a pas du tout fonctionné. C'est 56 yards en 14 tentatives. À titre de comparaison, il y a une semaine, Pour Swift. c'était... Comment? Pour Swift. Oui. Oui, parce que le jeu au sol en total, avec les yards de Hurts et tout, c'est 104 yards. Oui, mais justement, c'est Swift avec presque autant de ballons portés, il fait 3 fois moins. Enfin, non, pas 3 fois moins, mais pas loin qu'il y a une semaine. Et Philadelphie peut paraître inquiétant au vu du résultat, mais je pense surtout ce qui a pénalisé Philadelphie pendant le match, c'est les pénalités. C'est comme Miami. 11 pénalités pour 81 yards, c'est excessif. Et on a également une ligne offensive qui a laissé passer 3 sacs pour Jalen Hurts. Et on a donc des Eagles qui sont à 4 victoires et aucune défaite et qui affronteront la semaine prochaine les Rams de Los Angeles dans un match qui sera intéressant puisque les Rams, on en reparlera juste après, qui font partie des surprises. Seb, t'es avec nous? Bien Seb, sûr. tu vas nous parler de ton équipe chérie, puisque eux aussi sont toujours invaincus. Alors c'est pas la surprise de la soirée, hein, de voir les 49ers battre les Commanders, non, les Cardinals. Ça a été comment, tiens, d'ailleurs, ton ressenti? Parce que on a eu l'impression qu'ils se sont rendus le match très vite facile, mais il y a quand même les Cardinals qui ont fait un rapproché à un moment, et on a eu cette sensation, enfin c'est la sensation que moi j'ai eue, que dès qu'il y a eu le rapproché, les 49ers ont remis un petit coup d'accélérateur, histoire de dire, allez hop, c'est nous les patrons, et terminé, on clôt le match là-dessus. J'avais un peu cette sensation qu'ils jouaient, qu'ils avaient le match complètement à leurs mains. Oui, exactement, puisque on a quand même une tentative de comeback
en deuxième quart-temps de la part d'Arizona, ce qui revienne à 5 points. Donc il y a de quoi se faire une frayeur. Mais effectivement, McCaffrey et Brandon Ayuk, trop fort, quoi. Voilà, point faible, trop fort, avec 6 réceptions et 148 yards pour Ayuk, CMC qui finit avec 177 total yards, 105 au sol, 71 par les airs et 4 touchdowns. Et effectivement, ils mettent le coup d'accélérateur qui leur permettent de montrer qu'ils sont les patrons. Le petit point qui pourrait être inquiétant, c'est une défense contre la course de la part de San Francisco qui a concédé 105 yards et 4,2 yards par carry. Et jusqu'ici, ils n'ont pas été confrontés à des gros jeux au sol. Donc, il y a sans doute quelque chose à ajuster pour l'avenir dans cette saison. Mais voilà, force est de constater que oui, comme tu le disais, c'est quand même pas la surprise de la soirée, cette victoire. C'est dans la logique. Le score aussi, il est tout à fait dans la logique. Arizona, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un club dont les matchs ne sont pas vides. Voire même, je suis pas loin de penser que leur fiche reflète pas forcément leur niveau réel, mais l'essentiel c'était de toute façon pour les 49ers de conserver, d'acquérir ce résultat et de rester en tête de poule. Il y a eu pendant quelques instants après, je crois que c'était après le 3e et sans doute après le 4e touchdown de Christian McCaffrey, qui, on le rappelle, en est à 13 matchs consécutifs avec au moins un touchdown inscrit. Il y a eu des MVP qui sont descendus des travées du stade. Arthur, est-ce que Christian McCaffrey peut aller chercher le titre de MVP à la fin de la saison? Alors, carrément pas. Je suis désolé pour ceux qui espèrent, mais. Alors, What Quoi Qu'est-ce que j'entends si tu veux. Je te l'accorde avant Purdy. Ah bah j'attends, c'était ma question suivante. Oh là là. J'allais mettre Brock dans la discussion, mais vas-y sur CMC. Bon, ouais, je vais finir sur McCaffrey. Non, il est certes très bon en tant que running back, mais de là aller chercher le titre de MVP qui est, on va dire, entre guillemets, réservé au quarterback, faut quand même aller le faire. Si ces matchs sont très bons, je pense qu'à la limite, il peut aller chercher le Offensive Player of the Year, mais pas plus. Je pense qu'actuellement, il est sur une bonne voie pour. Si on arrête aujourd'hui, je pense que l'Offensive Player of the Year, je vois pas qui peut aller lui chercher. Il y a peut-être Tyreek Hill à la rigueur sur ses premières réceptions, sur ses premiers matchs, mais bon, mon avis, moi perso, je vote pour McCaffrey. Toi, Yaya, t'en penses quoi de McCaffrey MVP? Je vote Kirk Cousins. Kirk Cousins. Parce que par définition. Non, mais c'est une émission sérieuse ici, monsieur, s'il vous plaît. Écoute, moi, je reprends les propos du Big Boss qui a dit que c'était statistiquement le meilleur départ d'un quarterback. Enfin, non, mais Black mis à part. J'aimerais qu'il puisse aller jusqu'au titre de MVP. Le truc, c'est sa position qui le dessert. Et peut-être qu'une fois les playoffs acquis de haute lutte, Shanahan le fera reposer, et, changera un petit peu les appels et le mettra un peu en couveuse. Donc, il est parti pour. Bon, après, si avec le nombre de touchdowns d'affilée scorés du côté de San Francisco, honnêtement, c'est complètement personnel, mais j'aimerais pas qu'il en marque un la semaine prochaine. Non, mais c'est juste parce que là, il a égalisé Jerry Rice. Ça me dérangerait en quelque part parce que c'est pas Seb qui va me dire le contraire, mais Jerry Rice, c'est Jerry Rice. Et voilà, c'est le monument de ma jeunesse. Donc voilà, c'est juste pour ça. Mais après, je respecte complètement le bonhomme. Ce qu'il fait, honnêtement, il y a des joueurs qui font step up une équipe. Lui, il a fait step up les Niners de manière drastique depuis son arrivée. En parlant de step up, et puisque vous ne croyez pas visiblement au CMC MVP, vous voulez un quarterback, je vous propose Brock Purdy. Brock Purdy, je rappelle ses stats depuis le début de la saison, c'est 4 victoires en 4 matchs, 72,3% de passes complétées,
1019 yards à la passe, 5 touchdowns, aucune interception. Bref, un début de saison, un rating de 115.1, rating moyen de 115.1. Lui, il peut aller chercher le titre de MVP, Seb ? Ce serait quand même une incroyable histoire. Ça serait quand même une incroyable histoire. C'est très exactement ce que je viens de te dire, d'autant que on sait que ses perfs sont excellentes, et pourtant, moi j'ai l'impression que quand on parle des meilleurs QB actuels de la NFL, il n'est pas forcément dans la conversation, Purdy, et on voit revenir des noms de joueurs plus, on va dire, plus connus, mais dont les stats sont pas forcément plus brillantes actuellement. Et puis, malgré ces excellentes statistiques, au même poste, il y a quand même du monde au-dessus de lui, hein, ne serait-ce que toi, Tagovailoa, je sais pas y arriver, ou Mathieu Stafford, au hasard. Alors oui, Kirk Cousins aussi, voilà, puisqu'apparemment il a des fans. Simplement, un MVP, il faut pas oublier une dimension, c'est qu'il faut que ça fasse gagner son équipe, et Cousins, pour le moment, de ce côté-là, on va dire que c'est pas fifou, hein, pour il fait gagner des équipes, mais adverses. Ouais, voilà, enfin, il fait gagner les équipes, mais pas la sienne. C'est un peu dommage. C'est deux, trois choses à lui expliquer. Mais bon, voilà. Je vais rester prudent. Je dirais que pour lui, la marche est un petit peu haute. Et quant à CMC, comme le disait Yaya, oui, malheureusement, son poste le dessert, parce que le QB MVP de la saison, c'est un petit peu une règle, j'ai envie de dire, une règle tacite. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que le dernier running back MVP, ça doit être Adrian Peterson, de mémoire. Et ça remonte à 2000. Oui, c'est bien ça. Et ça remonte à 2012. Donc ça aussi, ça nous rajeunit pas. Alors, petit moment paris sportif et cote. Vous savez qui est favori actuellement pour être MVP chez les bookmakers américains ? Fais-nous rêver. Josh Allen. Ah oui. C'est Josh Allen qui est favori devant Tagovailoa, Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Lamar Jackson, Justin Herbert et Brock Purdy ensuite. Donc voilà, on a devant Purdy et juste après il y a McCaffrey. Devant Purdy, il y a Herbert, Jackson, Hurts, Mahomes, Tagovailoa et Allen. Voilà, ça c'est pour à l'heure actuelle. Là. À l'heure actuelle, voyez. Bon, après nous verrons bien. Hurts sur les stats, je comprends même pas qu'il soit dans la discussion là pour le moment. Nous verrons bien. Peut-être qu'il considère qu'il y aura une progression dans l'année, parce que encore une fois le titre est pas remis ce soir, donc je pense qu'il voit à long terme aussi. On parle maintenant des surprises un petit peu de ce début de saison. On va commencer par les Rams de Los Angeles, qui vont donc être opposés aux Eagles la semaine prochaine. Alors on n'a pas dit, mais pour les 49ers, la suite du programme, c'est les Cowboys la semaine prochaine, dans un gros match de NFC. Ce sera un San Francisco 49ers contre les Cowboys. On parle donc des surprises et des Rams. Alors les Rams, ça a été un petit peu tendu hier contre les Colts. Ça a été très bon en première mi-temps et ils ont frôlé la correctionnelle en deuxième mi-temps avant de s'imposer en prolongation, Arthur. Oui, c'est vrai que les Rams sont une grosse surprise en ce début de saison. Certes, hier, le match n'était pas totalement maîtrisé, on va dire, parce qu'il menait 23-0. On a fini en 23-23 à la fin du temps réglementaire pour après qu'il gagne en prolongation. Mais c'est sûr qu'on a l'impression qu'il y a un renouveau du côté de Matthew Stafford avec Puka Nacua. Normalement, je l'ai bien prononcé. C'est très bien. Et j'attends de voir ce que ça va donner quand le receveur phare Cooper Kupp va revenir. Aligné avec Puka Nacua, je pense que les Rams peuvent créer la surprise du côté de la NFC. C'est une petite surprise. Il y a Yaya qui dodeline parce que depuis hier 22h, il a envie de nous parler de Matthew Stafford. Donc on va le laisser parler de Matthew Stafford. Je vous préviens, c'est parti pour 3 minutes de show de Yaya qui nous parle de Matthew Stafford. C'est maintenant. Mettez vos enregistreurs, ça commence tout de suite. Il n'y a pas de show à donner. C'est que le mec, c'est une fraude intersidérale depuis des années. Donc, ok, il arrive à faire des saisons qui masquent. Là, il n'a plus de ligne. Il balance des pizzas sur pizza.
Et là, il fait marquer le touchdown à la fin parce que Nakua fait un exploit. Mais sinon, c'était encore une ligne de stats avec plus d'interceptions que de touchdowns. Et alors avant, on disait oui, mais c'est parce que il est à Détroit. Mais à Détroit, il a fait, il a fait des saisons et des saisons. Et il avait des joueurs au bout d'un moment. Et il s'en va, ils arrivent à performer. Donc là, effectivement, il a eu la saison où il est arrivé du côté des Rams. Alors Sean McVay, arrive à cacher ses défauts, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même se poser la question de qu'est-ce qu'on a avec Matthew Stafford. Il a coûté une blinde à Los Angeles. Je pense qu'ils doivent essayer de le refourguer pour essayer d'avoir quelques tours de draft. Personne n'en veut. Après, il a eu son titre. Hein. Oui, il a eu son titre, mais t'as vu l'équipe qu'il y avait autour? Non, mais c'est pour te dire qu'il a coûté une blinde, mais quelque part, il a quand même, il était venu pour gagner. Les Rams l'ont fait venir pour gagner, ils ont gagné. Donc, oui, et depuis, la ligne est partie. Et je sais bien que sans ligne, tu peux rien faire. Tu peux pas téléphoner. Ah ben non, mais il y a un minimum. Et honnêtement, il va falloir penser. Au bout d'un moment, il va falloir que ça arrête la hype Stafford. Ok, ça a été un premier tour de draft. Il est. Enfin, moi, je comprends pas. Enfin, je comprends plus. Et voilà. Donc, et à côté de ça, Jared Goff, sur qui tout le monde crachait, fait du très bon travail du côté de Détroit. Mais lui, il n'a pas la carte. Donc, au bout d'un moment, il faut remettre les choses un peu en place. Seb, est-ce que finalement la faiblesse des Rams, c'est pas leur division? Ça va quand même être dur d'aller chercher le titre de division. Oui, ça on l'avait dit de toute façon d'entrée de jeu, et je pense que on n'a pas été les seuls à abonder dans ce sens que dans cette division-là, ça allait être compliqué d'aller tirer la barbichette à San Francisco. Après, très franchement, les Rams ils sont plus hauts que je ne le pensais en termes de ratio victoire-défaite. Là, bon, Yaya nous fait une diatribe sur Stafford. Moi, perso, jamais vu vraiment de hype Matthew Stafford. Je veux dire, même son arrivée à Los Angeles, pour moi, c'était de l'eau tiède, pour reprendre ton expression. Faut quand même reconnaître que hier soir, il se fait salement allumer dans le troisième quart-temps par Odeyingbo, qu'il a bien de la misère à se relever, qu'on voit pendant tout le reste du match que ça claudique un peu, mais qui réussit quand même à arracher l'overtime et la victoire avec un 4/5 complété en OT, quoi. Donc voilà, il a pas grand-chose pour travailler non plus, le garçon. Donc leur principale faiblesse, leur pool, sans doute. Faut pas oublier aussi que c'est l'effectif, il n'est pas considéré comme extrêmement talentueux. Alors certes, ils ont trouvé une pépite avec Nakua. Il y a Kyren Williams qui s'est révélé là, et c'est 103 yards en 25 carries, 5 rushs, 5 TD au sol en 4 matchs. C'est le plus grand nombre de TD au sol en 4 matchs depuis Marshall Faulk en 2000. Moi, je maintiens que c'est une équipe qui peut jouer les troubles faits. Alors attention, j'ai pas dit allez, on se calme, surtout. J'ai pas dit aller en playoff. J'ai pas dit prendre la tête de la poule. Rien de tout ça. Mais ça pourrait être une équipe qui pourrait décider du destin d'autres clubs au détour de victoires lors de situations très très serrées. C'est les Rams, c'est l'équipe prototype pour le match piège en fait cette saison. Poil à gratter. Poil à gratter, tout à fait. L'équipe poil à gratter de cette saison. Et vont-ils gratter les Eagles? On le saura la semaine prochaine, puisqu'encore une fois, il y a un match entre les Eagles et les Rams dimanche prochain. Autre surprise de ce début de saison, c'est les Buccaneers. Les Buccaneers à 3 victoires, 1 défaite. Les Buccaneers qui, pour la première fois, ont infligé aux Saints plus de 20 points depuis les 12 derniers matchs. Une victoire 26-9 au Caesars Superdome, puisqu'il ne s'appelle plus le Superdome tout seul.
Il a été Caesars. renommé. Voilà, Caesars, Superdome. Bref, le Superdome de la Nouvelle-Orléans, 26-9, une grosse victoire des Buccaneers. On a été surpris par leur première victoire contre les Vikings lors de la première journée. Ça a coûté d'ailleurs un peu d'argent à Seb. On est encore plus surpris aujourd'hui de la grosse victoire chez les Saints. Est-ce que finalement, Yaya, ces Buccaneers, au pays d'une NFC Sud qui fait un peu office de royaume d'aveugles, est-ce que les Buccaneers, ce seraient pas les borgnes de l'affaire? Attention aux conclusions hâtives, ils sont sur un fil tendu. Ils ont pour eux une grosse défense avec la défense du titre. À part JPP, Jason Pierre-Paul qui est parti, ils ont quand même pas mal de bons éléments. Et on sait que Todd Bowles, qui est un coach ultra défensif, est là pour le rappeler. Donc pour moi, oui, ils ont la défense. Après, en attaque, Baker Mayfield retrouve sa jeunesse. Il joue sans pression. De toute façon, ils sont attendus pour être first pick. Il joue, il se pose pas de questions. Il a des receveurs qui performent. Bon, Mike Evans s'est sorti blessé hier, mais... Oui, mais Chris Godwin a pris un bon relais, 114 yards pour Chris Godwin hier. Ouais, voilà. Donc du coup, ils jouent sans pression, c'est l'équipe libérée, ils sont pas... Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal d'expérience. Donc pour moi, c'est pas non plus irréel. Alors ça ne durera peut-être pas toute la saison, mais ils prennent les matchs qu'ils doivent prendre. Hier, je pense que c'est un petit peu un non-match. Et d'avoir fait jouer Derek Carr sans épaule, c'est peut-être un peu un risque qui était un peu trop important. Et Derek Carr qui est passé complètement à côté de son match, 23 sur 37 à la passe, 127 yards, aucun touchdown, aucune interception, et un rating de 68,2 pour le numéro 4 des Saints. Arthur, on a quand même cette équipe des Buccaneers qui repose, Yaya en a parlé sur un Baker Mayfield qui semble plutôt à son aise. Les stats d'hier, 25 sur 32 à la passe, 246 yards, 3 touchdowns et une interception. Un seul sac, et c'est surtout ça, c'est que si on enlève le match contre les Eagles, c'est quand même le quarterback qui a subi le moins de QB hits, qui a subi l'un de ceux qui a subi le moins de sacs aussi depuis le début de la saison. Il est relativement bien protégé et il peut développer son jeu, Baker Mayfield. Non, oui, franchement, j'ai envie de dire que c'est quand même une grosse surprise de voir les Buccaneers également Baker Mayfield à un plutôt bon niveau. Pour l'instant, dans sa saison régulière, il a 2 interceptions, donc une dans ce match-là et une la semaine dernière face aux Eagles, pour 7 touchdowns, dont 3 hier. Donc, et s'ils allaient en playoff? C'est la question que je me pose. S'ils allaient en playoff. Et s'ils allaient en playoff, parce qu'on rappelle que pour aller en playoff, il suffit qu'ils gagnent le titre de division, et c'est là que j'en viens. C'est qu'en NFC Sud, les Panthers on va pas les mettre hors course, mais ils sont déjà bien mal partis avec 0 victoire, 4 défaites. On sait qu'ils sont en reconstruction. Les Saints et les Falcons, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil. Ils sont tous les deux bien partis avec 2 victoires sur les 2 premiers matchs, mais il y a quand même des gros problèmes offensifs d'un côté comme de l'autre. Alors certains me diront que chez les Saints, c'est peut-être juste un mauvais match, mais ça fait quand même, sur les 4 premiers matchs, on n'a jamais vu d'envolée lyrique au niveau de l'attaque. C'était la défense qui leur faisait gagner leur match. Finalement, est-ce que ces Buccaneers pourraient pas aller chercher le titre de division? Et c'est pas impossible, puisque là, cette semaine, ils prennent la tête de la division en profitant alors d'une part, certes, en battant New Orleans, mais ils profitent également du faux pas d'Atlanta contre Jacksonville dimanche dernier. Moi, je reste quand même persuadé que la tête de la NFC South, elle a le temps de changer 3 ou 4 fois Oui, dans le et courant moi de la saison. je reste persuadé que ça va être une course à 3 qui va se jouer dans les 2 dernières journées. C'est quasi joué d'avance. J'en suis quasi persuadé également. Mais
Non, pas, enfin, hypothèse probable, mais hypothèse tout aussi probable pour Atlanta ou la Nouvelle-Orléans dans l'état actuel du championnat. Il va falloir voir ce qui pourra faire la différence, et peut-être que sur le poste de quarterback, alors les enfants, ça me fait mal de l'avouer, hein, mais effectivement, là, Mayfield, ben, c'est la preuve que quand tu protèges bien un quarterback, eh ben, il performe. C'est un truc de dingue, hein. C'est quand même fou de découvrir ça. Mais comme tu l'as rappelé, il a été le QB le moins saqué, le moins hité de la ligue jusqu'ici. Il performe, il fait gagner son équipe. À côté de ça, tu as une défense qui tourne bien. Faut souligner sur le. Alors, je ne veux pas remuer la plaie, la plaie autour du couteau, hein, comme on dit, mais il faut quand même rappeler la très très bonne prestation défensive d'Antoine Whitfield pour les Buccaneers, hein, parce que 9 plaquages, un sac, 2 plaquages pour de la perte de terrain. Il provoque un fumble, il en recouvre un et il dévie une passe dans l'end zone. Et je crois qu'en plus, c'est le fumble de Prentice, si je dis pas de bêtises. Oui, absolument. Et alors, c'est un fumble qui est extrêmement important parce que les Saints venaient d'intercepter, si je me souviens bien du match, ils venaient d'intercepter Baker Mayfield. Ils repartaient à 5 yards de leur end zone et sur le premier jeu suivant, ils perdent le ballon et ce qui recoute des points alors qu'ils avaient possibilité de driver pour revenir au contact des Buccaneers. Exactement. Et Winfield, il a rendu une feuille de stats. Il avait coché toutes les cases. Donc c'est une équipe qui a des atouts, qui l'eût cru en début de saison. Et cette NFC Sud, de toute façon, on l'avait dit, elle va être très très fun. Elle reste très très fun à suivre. Il va se passer énormément de choses pendant les 13 matchs de saison régulière qui restent. En parlant de division, il va se passer encore énormément de choses. L'autre division Sud, l'AFC Sud, en plus, ironie du calendrier, la NFC Sud et l'AFC Sud se croisent. Alors, autant dire que ça va vous donner un glooby-boulgan n'importe quoi. Les Texans de Houston ont repris leur marche en avant, ont continué leur marche en avant et permettent, avec leur victoire un peu inattendue hier contre les Steelers, surtout avec les 30 points marqués contre les Steelers, on va y revenir, permettent à cette division d'être en parfaite égalité. Toutes les équipes sont à 2 victoires, 2 défaites. C'est quand même assez dingue. On s'y attendait, à ce que ce soit une division plutôt homogène. Mais est-ce qu'on s'attendait, Arthur, à voir les Texans à pareille fête au bout de 4 journées avec un bilan équilibré? Clairement pas. On l'a déjà dit dans les épisodes précédents de nos podcasts, on enterrait les Texans super vite, mais ils sont plutôt pas mal pour l'instant. J'attends de voir quand même ce que ça donne au cours des prochains matchs, mais ils ont expédié Pittsburgh au 7e ciel. On a un CJ Stroud qui fait encore un très bon match. Je ne sais pas si vous avez les stats sous les yeux, mais de il a CJ fait Stroud, 306 c'est yards. 306 yards de touchdown, aucune interception, et 16 sur 30 à la passe. Le seul point négatif, mais là c'est juste pour être dur, c'est son pourcentage de complétion. Ouais. Mais sinon, CJ Stroud, c'est quand même un rookie qui a été élu la semaine dernière rookie du mois et qui continue ses matchs très impressionnants. Pour l'instant, aucune interception. Et j'ai envie de croire pour le titre de division parce que en face, il y a des Jaguars qui ont pas l'air, qui ont l'air un petit peu, comment dire, c'est un coup ça va pas. Parce qu'on rappelle que la semaine dernière, les Texans ont battu les Jaguars, donc dans un duel de division. On a également des Colts avec Anthony Richardson qui peuvent aussi tirer leur carte du jeu. Des Titans qui ont fait une énorme victoire cette semaine, mais qui paraissent quand même un petit peu fébriles, comme on l'a vu la semaine dernière face aux Browns. Donc, imaginez, je pose juste ça là, des Texans en playoff. Dans cette AFC Sud, il n'y a rien d'impossible. Il y a rien d'impossible. Et alors, tu parlais de CJ Stroud. Juste, je vais rajouter. Alors, effectivement, il a un taux de passes complété tout juste au-dessus des 50% hier, mais il a tenté énormément de passes longues, de passes difficiles. Et d'ailleurs, en moyenne, il est sur 10,2 yards par jeu
gagner. Donc c'est quasiment first down automatique à chaque fois qu'il a complété une passe, quoi. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Au niveau du calendrier, et c'est là que c'est intéressant pour les Texans, les 6 prochaines journées, c'est Falcons, Saints, Panthers, Buccaneers, Bengals, Cardinals. Sur ces 6-là, il n'y a rien qui semble, à part les Bengals, rien ne semble complètement impossible, Yaya. Oui, complètement. Après, il y a une chose qu'on a oubliée, c'est que l'an passé, même si les scores n'étaient pas là, on louait leur abnégation. Ils s'accrochaient énormément l'an dernier. Ils perdaient souvent au 4e quart-temps, mais ils s'accrochaient énormément. Ouais. Et ça, c'est une chose dont je parle souvent dans les podcasts NBA, c'est des équipes qui tankent réellement, qui ne font pas les efforts pour essayer de gagner les matchs, qui perdent, s'habituent à perdre et continuent à perdre. Eux, même s'ils perdaient, ils s'accrochaient tout le temps. Et en rajoutant des joueurs, quelques vétérans comme Schultz, tu mets des rookies. Alors, il y a des erreurs, c'est pas parfait, mais ça permet d'améliorer l'équipe. Et résultat, cette année, ils sont accrocheurs. De là à dire qu'on allait, ne serait-ce qu'il y a 2 semaines, penser qu'il serait à 2-2, je pense qu'il n'y a pas grand monde ici qui l'aurait dit. Il n'y a qu'à voir nos pronos de la semaine sur le Steelers Texans pour te dire que non. Oui, tout à fait. Après, il y a eu un autre problème du côté des Steelers. Les Steelers ont fait un non-match, mais juste une chose comme ça, les Steelers qui sont à 0 sac, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Oui. Seb, oui, vas-y. Moi, ça veut dire que la ligne a tenu le choc face à un des meilleurs pass rush de la ligue. Seb, les 30 points mis aux Steelers, qui étaient quand même sur des performances défensives intéressantes. Alors, c'est la deuxième fois qu'ils prennent 30 points, s'il avait déjà pris 30 contre les 49ers en première semaine. Est-ce que ça te surprend quand même de voir les Texans mettre 30 points à Pittsburgh? Ce qui me surprend d'autant plus, c'est la faillite offensive de Pittsburgh sur ce match. Avec en plus, ils repartent avec Kenny Pickett, avec un Kenny Pickett blessé. Et quand on regarde leurs stats, ils ont converti à peine plus de 40% de leur troisième down, 225 total yards et aucun rythme trouvé dans le jeu de passe. Donc pour eux, ça a été compliqué. Et alors en plus, cerise sur le gâteau, pour leur défense laisse filer 451 yards face à l'attaque adverse. Donc ça ressemble à une faillite. Au-delà de ces 30 points marqués, du côté de Pittsburgh, ce match est inquiétant pour eux. Ce match est inquiétant. On sentait que c'était une équipe, on va dire, fragile ou en tension. J'ai peur que ce match ne soit celui qui les fragilise un peu plus. Du côté de Houston, je me demande si on commence pas à voir l'effet DeMeco Ryans que moi j'attendais de leur part depuis le début de la saison, puisque on les a vus attaquer le match de façon vraiment très très agressive en marquant 10 points très rapidement, puis en faisant une interception dès la première possession des Steelers. Et les Steelers, ils sont restés muets au tableau d'affichage jusqu'au troisième quart-temps. Donc Pittsburgh a été mis sous les ténoirs et je pense qu'on est en train d'assister à un changement de réputation des Texans qui passe d'équipe accrocheuse mais qui perd ses matchs à équipe accrocheuse qui peut gagner ses matchs. Voilà. Ce sera pas le mot de la fin parce qu'il nous reste encore à voir les actions de la semaine et les résultats de la semaine, mais on a une belle synthèse, mon cher Seb, de cette équipe des Texans. Félicitations. Merci. Je loue cette conclusion. On passe donc à votre action, votre résultat surprenant de la semaine ou votre coup de cœur tout simplement de cette 4e semaine de compétition. Arthur, qu'est-ce que tu nous as choisi? La performance des Bengals? T'as tout deviné. J'allais vraiment parler. Je vais revenir là-dessus parce que il n'y a rien qui va. Il y a un moment, il faudrait se poser les bonnes questions. Zach Taylor, c'est incompréhensible. Les jeux appelés c'est désastreux.
Et là, le problème, c'est qu'il ne peut pas se cacher derrière une équipe bien soudée et tout, parce qu'on on a un Joe Burrow il est blessé. À quoi il sert sur le terrain, on se demande. Ja'Marr Chase qui n'est toujours pas écouté, il commence un petit peu à chauffer en disant mais je suis toujours ouvert, on peut pas venir me chercher. Donc une équipe qu'on voyait dans les favoris pour aller chercher l'AFC se retrouve à un bilan de 1-3 dans une division où il faut pas commencer à 1-3, c'est pas forcément le plus judicieux, surtout quand on a Baltimore à 3-1 qui est en train de partir sur une course en tête tout seul en haut de la FC Nord. Après leur victoire, c'est 28-3 face à Cleveland La victoire de de Baltimore. Oui. Baltimore 28-3, oui, c'est ça. 28-3 et d'ailleurs, juste à terme de stats qui sert à rien, la FC Nord face à Baltimore, c'est 12 points. À part Baltimore, ils ont mis 12 points. Donc, c'est nul. On va pas se le cacher, c'est nul. Donc, peut-être qu'on en parlera dans des prochains podcasts de Cincinnati. En attendant, il va falloir se réveiller face à Arizona avec un Joe Burrow blessé. Yaya, ton petit coup de cœur ou coup de griffe de la semaine? Alors, j'ai un peu des deux. Moi, j'avais prévu l'action de la semaine. Vas-y, mais balance tout, on voit, vas-y. Alors, je balance tout. Moi, mon vrai coup de griffe, c'est Pittsburgh. C'est une équipe que j'adore, avec une grosse tradition. Et le match était indigent. On ne peut pas faire ça. D'ailleurs, Mike Tomlin a dit qu'il y aurait des changements. Donc, à mon avis, je pense que cette semaine, ça va courir aux entraînements. Et on peut pas être comme ça, faire un match comme ça, et y compris Piquet qui s'est fait sortir sur blessure, mais c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça, c'était tellement indigent. Après, je vais finir quand même sur une note un peu positive. J'avais deux actions qui m'ont marqué cette semaine. Il y en a une qui est une dédicace pour toi, à Arthur. C'est King Henry qui fait sa spéciale avec qui lance un touchdown pour un running back, c'est toujours marrant. D'ailleurs, Christian McCaffrey a tenté aussi une passe de touchdown dans le match de San Francisco. Il a failli nous faire 4 touchdowns et un touchdown à la passe. Ouais. Mais il saute moins bien, je trouve. Oui, c'est vrai. Il n'a pas le petit saut de cabri. Et King Henry qui a d'ailleurs mis son premier touchdown de la saison aussi à la course. Ouais, complètement. Et pour moi, l'action qui m'a fait lever de mon canapé, c'est le touchdown de Stephen Diggs, le deuxième de mémoire, où il se fait bumper, mais en fait, il continue et il va marquer. Très bien. Seb, tes coups de cœur de la semaine. Alors moi, c'est une action, j'ai choisi une action cette fois, et c'est le safety des Panthers, Sam Franklin Jr., qui relance une interception de 99 yards pour un touchdown contre les Vikings du Minnesota, avec en plus Kirk Cousins qui se fait un petit peu allumer sur la fin, mais c'est ce qui arrive quand on est un quarterback et qu'on veut aller plaquer le type qui vient de te pick up. En général, on le paye très très cher. Oh, puis Kirk, il est habitué à prendre des coups. Oui, maintenant, il est plus à ça près, alors Ça que ce soit sur une tentative de plaquage ou autre. On est plus. Tiens, d'ailleurs, en parlant des Panthers, moi aussi, je voulais parler très rapidement d'un joueur qui me semble un peu sous les radars en NFL, et pourtant Dieu sait s'il est précieux chez les Panthers, c'est Adam Thielen. Qui est donc revenu, qui était avant chez les Vikings, et qui est venu chez les Panthers. Et depuis 2 matchs, c'est quand même 145 yards en réception contre Seattle. C'est 7 sur 8 hier avec 76 yards. C'est un joueur, je trouve, qui va super bien pour faire progresser Bryce Young. C'est vraiment un gars qui drop très rarement, quand même. Et c'est une vraie soupape de sécurité dans cette attaque des Panthers. C'est les Panthers qui vont prendre des matchs dans cette saison. Ils seront pas à 0-17. À mon avis, ils auront 4 ou 5 victoires au moins. Voilà, tu vois, je le mets là, tu vois. Parce que tu sens qu'ils sont quand même pas très très loin. Et dans la NFC Sud, déjà, ils en prendront au moins 1 ou 2 contre les Falcons, contre les Saints, contre les Buccaneers. Je les dois en prendre au moins 2. Et donc, Adam Thielen,
Voilà, moi je trouve que c'est un joueur, je sais pas ce que vous en pensez, mais qui fit bien avec Bryce Young et qui va lui permettre de gagner de l'expérience parce que le beau Bryce Young est là pour ça quand même. Ouais, tout à fait. C'est le type de receveur fiable. Voilà, tu sais que tu es sur une 3e et 8, tu sais que tu vas le trouver. Voilà, et que le type va faire le job. Voilà pour Adam Thielen et pour ses Panthers qui sont, on le rappelle, à 0-4, tout comme les Bears de Chicago qui sont à 0-4, et on en reparlera des Bears en long, en large et en travers lors du prochain podcast de Tailgate. Ce sera sur les plateformes de diffusion à partir de jeudi. On va se retrouver nous avec Seb, avec Arthur, je crois aussi, pour parler des Panthers, des Bears, pardon. En milieu de semaine, ça va être absolument électrisant comme programme. Merci. Je suis content de pas être là. Merci Yaya, merci Seb, merci Arthur pour votre expertise comme toujours. On se retrouve donc en jeudi, pour le podcast spécial sur les Bears avant la 5e semaine de compétition qui commencera elle aussi jeudi soir, avec d'ailleurs un match entre les Bears et les Commanders. On se retrouve donc très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, bye. Salut.